facilitateur aujourd'hui pour cette téléconférence organisée sur la problématique de la vérification dans le financement basé sur la performance. Et donc nous aurons deux orateurs, Mathieu, Anthony et Eric Josephson. Donc Eric parlera en premier. Donc Eric et Mathieu sont deux experts du financement basé sur la performance. Ils travaillent dans beaucoup de pays, en appui dans plusieurs pays, en Afrique. Et ils sont les directeurs d'un groupe de travail sur Collectivity qui, donc rassemblant différents experts de la communauté de pratique financement basé sur la performance, groupe de travail qui s'est penché sur une révision de la fonction de vérification dans les programmes, en partant du constat que la façon dont la vérification est en place aujourd'hui est probablement améliorable. Alors ce webinaire est organisé conjointement avec la communauté de pratique financement basé sur la performance et le ministère de la Santé du Maroc. Nous avons une collaboration. Le ministère de la Santé du Maroc s'intéresse au financement basé sur la performance et prépare un projet pilote, et donc différents participants à cette session sont basés au Maroc. Voilà, sans plus tarder, donc je vais donner la parole d'abord à Eric, je pense, et puis nous aurons l'intervention de Mathieu. Nous allons avoir donc une présentation assez longue, et restez avec nous, il y aura une longue session de discussion ensuite, et donc on aura l'occasion de poser nos questions à Eric et Mathieu. Juste pour dire aussi que ce que j'ai demandé à Eric et Mathieu, c'était de présenter une présentation qui fasse deux choses. D'une part, qui présente les grands principes de la vérification dans le FBP. Alors, il est possible qu'un certain nombre d'entre vous êtes déjà au quotidien impliqués dans le FBP et être familiers avec ces grands principes, mais je pense que ça vaut toujours la peine de les réentendre. Notamment, on peut ouvrir les yeux sur des choses auxquelles on n'avait pas pensé, mais aussi, Eric et Mathieu vont nous amener, nous présenter les résultats de leurs travaux de groupe, et donc on va un peu découvrir les orientations qu'ils proposent pour une mise à jour des financements, des systèmes de vérification. Voilà, je vais en rester là et je donne la parole à Eric et Mathieu. Et bonjour, bienvenue à tous. Je m'appelle Eric Josephson. Je pense que plusieurs d'entre vous me connaissent déjà. Je suis consultant en financement de la santé et notamment en financement basé sur la performance. Et j'ai travaillé, oui, effectivement, comme le dit Bruno, dans plusieurs pays en Afrique et également en Haïti. Et donc, on va, avec mon collègue Mathieu et Anthony, on va vous présenter la fonction de vérification dans le financement basé sur la performance. Si je peux demander à Mathieu de passer à l'ordre du jour. Merci Mathieu. Alors, vous voyez à votre écran, j'espère, l'ordre du jour. En gros, je vais parler de la théorie de la vérification et faire référence à un article de Vergier et al., dont j'ai été un des chercheurs. Et ensuite, Mathieu va vous parler plus de la pratique et en effet les résultats du groupe de travail Collectivity que nous facilitons. Et donc, pour vous introduire un peu au groupe Collectivity, diapo suivante, s'il te plaît, Mathieu. Le groupe de travail comprend à peu près 18 membres et nous avons deux objectifs. Premièrement, d'initier une réflexion stratégique sur la fonction de vérification et deuxièmement, de contribuer à renforcer l'agenda des connaissances sur le FBP-FPR. La vérification est une fonction sine qua non, je dirais, de tous les mécanismes d'achat stratégique où l'on paie à l'acte, et le FBP n'est pas une exception. En gros, on peut dire que le but est de trouver l'équilibre entre l'impératif de contrôle et l'objectif d'efficience, ou, autrement dit, comment pouvons-nous maximiser les avantages de la vérification à un coût minimal.
Et alors, nous travaillons dans ce groupe depuis le début de l'année. Et d'ici la fin de l'année, nous visons à produire 4 livrables que vous voyez devant vous. Donc, premièrement, un rapport sur des questionnaires que nous avons posés dans quelques pays parmi notre groupe sur les caractéristiques des systèmes de vérification dans ces pays. Et nous allons présenter un peu des résultats de ces questionnaires plus tard dans la présentation. Un blog sur les raisons expliquant l'importance du temps pris par la vérification et spécifiquement les goulots d'étranglement. Un rapport sur une analyse des données issues des vérifications dans 4 pays. Et également, là, on va vous présenter ces données plus tard dans la présentation. Et un rapport sur un atelier qui a eu lieu le 13 septembre à Bruxelles, où, avec une vingtaine de participants, nous avons discuté des enjeux autour de la vérification. Donc, diapo suivante. Avant de creuser dans la théorie, prenons peut-être quelques moments pour établir des définitions. La vérification, qui est primordiale dans un schéma FPP, est le processus de corroboration des résultats payés dans le cadre du FPP. Cette vérification peut être faite par une agence liée à l'acheteur, qui est souvent, en fait, dans les schémas FPP, le régulateur. Et une telle vérification serait une vérification interne. Par contre, une vérification faite par une agence sans lien avec l'acheteur serait une vérification tierce partie. Et donc, cette distinction est significative pour la séparation des fonctions et pour éviter les conflits d'intérêts. Et donc, afin d'assurer un niveau de confiance dans le système, tous les acteurs, c'est-à-dire l'acheteur d'un côté, le régulateur, les prestataires de services, doivent percevoir que la vérification ou que le vérificateur est neutre. Une vérification interne, c'est-à-dire par une agence liée à l'acheteur ou au prestataire, peut servir une fonction importante, mais il faudra par après mettre en place des mesures pour assurer la fiabilité de leur travail. Cela pourrait être fait par une agence tierce partie. Dans ce cas-là, on parlerait d'une première vérification interne et d'une deuxième vérification, autrement dit une contre-vérification, par un tiers. Nous reviendrons à ces définitions sur la diapo suivante et plus tard, nous vous présenterons la pratique dans les pays d'analyse du groupe de travail. La dernière définition que je vais clarifier est celle du timing du paiement. Si la vérification est faite avant le paiement, on peut parler d'une vérification ex ante. Si la vérification est faite après le paiement, on peut parler d'une vérification ex post. Dans le cas d'une vérification ex post, le paiement est basé sur une simple déclaration de résultat par le prestataire non vérifiée. S'il se trouve après la vérification que des écarts existent entre les données déclarées et la réalité, l'ajustement du paiement est fait lors du paiement suivant. Donc, diapo suivante, merci Mathieu. Donc, je vous ai présenté les définitions de base. Maintenant, passons au type de vérification. Commençons avec la vérification de la quantité de services fournis par un prestataire. Dans tous les schémas, l'acheteur paie des services prédéfinis, typiquement entre 10 et 20 services dans un schéma PBF. Au cours d'un mois ou d'un trimestre, les services sont fournis par le prestataire et enregistrés dans les fiches de patients et les registres au niveau du prestataire. Le vérificateur doit revoir ces documents afin de compter le nombre de patients vus pour chaque service. Un autre type de vérification concerne la qualité des services rendus. Ceci comprend une évaluation de la FOSA à partir d'une checklist, qui est généralement divisée en plusieurs sections. Souvent, on retrouve des critères d'évaluation de l'infrastructure, des équipements,
de l'affichage des protocoles cliniques, de la propreté des lieux, et ainsi de suite. Et chaque section du checklist a des points alloués. Et en fait, le score total des sections suite à une vérification jouera sur le paiement dû à la FOSA. Le dernier type de vérification comprend le traçage des patients à domicile. Un des buts de cette vérification est de s'assurer que le prestataire n'ait pas inventé de patients dans les registres, mais peut aussi servir d'occasion pour évaluer la satisfaction des patients, qui peut être aussi un facteur dans le calcul du paiement au prestataire. Et donc, comme vous voyez à l'écran, ces trois types de vérification peuvent avoir lieu lors de la première vérification ou de la contre-vérification. Mais la nature change un petit peu dans les deux cas. Donc, par exemple, si on prend la vérification quantitative, terme peut avoir lieu sur 100% des FOSA, alors que la deuxième vérification serait faite par un tiers pour vérifier ce qui a été déjà fait, mais pas nécessairement sur 100% des FOSA. Et donc, on vous montrera la réalité de cela dans les 6 pays de notre analyse un peu plus tard. OK, diapo suivante, s'il te plaît. Et donc, juste pour vous montrer un peu plus concrètement en ce qui concerne la vérification quantitative, vous voyez à l'écran les étapes d'une vérification classique. Donc, le prestataire envoie son rapport d'activité du mois ou du trimestre. Les vérificateurs planifient leur visite et descendent dans les formations sanitaires. Là, ils comparent les registres et les fiches de patients avec les données déclarées et s'assurent que les documents sont bien remplis suivant les prérequis administratifs. Et vers la fin, il y aura un debriefing et restitution des résultats. Souvent, il y a une étape là où, au niveau du district, il y aura une réunion de validation des données avec l'équipe cadre de district et avec les gestionnaires des centres de santé. Et ensuite, il y a une facturation dans un système pour générer les paiements. Donc là, vous voyez un peu comment ça marche. Ensuite, on va vous montrer sur la diapo suivante une photo un peu de la réalité. Donc cette photo vous donne une idée de ce qu'une visite des vérificateurs peut ressembler. Il y a des tas de documents étalés par terre, il y a des calculatrices, il y a des boissons pour le maintien de l'énergie. Et ces procédures doivent être suivies dans les contextes où le suivi des patients et le maintien de la documentation se fait principalement sur papier. Et donc, le fait que tout soit sur papier rend la possibilité d'erreurs involontaires bien plus probable et facilite le potentiel de fraude voulu. Dans un contexte où les données ne se déplacent pas facilement, c'est au personnel en fait de se déplacer. OK, diapo suivante, s'il te plaît. Et donc, avant de revoir les méthodologies de vérification dans les 6 pays d'analyse du groupe de travail Collectivity, je vais parler quelques minutes de la théorie de changement de la vérification. Et pour ce faire, je vous présente un cadre descriptif qui a été élaboré par Petra Vergeer, que vous connaissez peut-être, qui travaille à la Banque mondiale, moi-même et deux autres collègues dans un article publié l'année dernière. Donc, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais en gros, le cadre est présenté sous forme de spectre et demande une analyse du contexte général, des caractéristiques du FPP, des caractéristiques de la vérification et des résultats de la vérification et leur utilisation. Donc, sous chaque rubrique,
il y a des éléments qui ont leur propre spectre. Un FPP pourrait être mis en œuvre en vue de renforcer le système de santé, de corriger les erreurs plutôt que de punir, d'utiliser des contrats avec des conditions plus souples. Par contre, on pourrait aussi mettre en œuvre un schéma FPP mettant l'accent sur la responsabilisation financière avec des contrats plus stricts afin d'éventuellement de recouvrer les coûts en cas de surdéclaration. Donc, il convient de noter que l'orientation des caractéristiques individuelles peuvent ne pas être alignées les uns avec les autres. Je vous montrerai cela sur la diapo suivante dans un instant. Quoi qu'il en soit, là où un schéma FPP et sa méthodologie de vérification existent sur ces spectres individuels, donne le schéma FPP son caractère propre. Chacune des caractéristiques de vérification a des implications sur les coûts encourus, l'exactitude des données obtenues, la légitimité perçue de la stratégie, le renforcement des capacités et, en fin de compte, la pérennité. Et donc, c'est vraiment à chaque pays d'équilibrer les conséquences des différentes caractéristiques de vérification d'une manière qui s'harmonise avec le contexte et les priorités du pays. Et donc, pour vous montrer à titre d'exemple, Mathieu, si tu peux passer à la diapo suivante, voici une des rubriques, c'est-à-dire les caractéristiques FPP, qui était la première rubrique du cadre descriptif pour les 6 pays que nous avons analysés dans notre article de l'année dernière. Et donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun pays orienté de manière uniforme sur les 4 éléments. Et donc, vous voyez, par exemple, que le Burundi est plutôt à gauche sur les spectres individuels et le Rwanda ou le Royaume-Uni plutôt à droite. Et donc, là, c'est juste pour vous montrer et juste pour vous rappeler que ce cadre est un cadre descriptif et non pas normatif. C'est pas pour dire qu'il faut être plutôt à gauche ou plutôt à droite. C'est selon le contexte du pays et selon la perspective du système et du schéma FPP, on peut se retrouver pour chaque spectre individuel d'un côté ou de l'autre. Et alors, bien que nous n'ayons pas donné un nom au côté gauche ni au côté droite du spectre, un examen attentif nous conduirait à constater que le côté droite ressemble à la perspective d'un acheteur pur et que le côté gauche a la perspective plutôt d'un réformateur du système de santé. Le côté droite place l'emphase sur la transparence, la responsabilisation financière, alors que le côté gauche veut renforcer le système, veut récompenser la performance et veut s'assurer que les paiements soient effectués plus régulièrement aux prestataires afin qu'ils aient toujours des fonds disponibles pour améliorer l'offre de services. Donc, la diapo suivante, s'il te plaît, Mathieu. Et alors là, on se pose la question, quelle perspective de la part de l'acheteur? Le FPP, dans la forme où il a été élaboré en Afrique subsaharienne, a mis l'accent sur la réforme du système. Dans d'autres pays, l'acheteur joue plutôt un rôle d'acheteur pur, c'est-à-dire il s'assure de ne pas payer plus qu'il ne devrait. Un acheteur qui pense plutôt à une réforme du système pense aussi à canaliser la voix de la population, à impliquer les entités décentralisées du régulateur pour une meilleure gouvernance et apporter un appui aux prestataires pour améliorer leur capacité en gestion. Donc le point à noter est que cette perspective va influer la méthodologie de la vérification et évidemment le coût.
Et avec ceci, je vais passer à mon collègue Mathieu qui va vous présenter la deuxième partie. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Mathieu Anthony. Je me présente rapidement. Je suis donc consultant indépendant. Je travaille essentiellement pour l'Agence européenne pour le développement et la santé. Et dans ce cadre-là, effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler dans de nombreux programmes PBF et plus spécifiquement sur la fonction de vérification. Donc, ce que je vais faire dans cette deuxième partie, je vais m'attarder un peu plus sur les résultats des analyses que l'on a conduites dans notre groupe de travail Collectivity. Donc, comme l'a dit Eric au début, la première étape de notre groupe de travail a été de dresser un peu un mapping des différentes modalités de vérification dans les pays participants, ou en tout cas dans les pays inclus dans notre groupe de travail. Donc, sur les 8 pays qui ont été retenus, 6 ont répondu à notre questionnaire. Vous les avez ici dans le tableau à gauche. Et là, ce premier tableau vous montre un peu le cadre dans lequel la vérification est effectuée. Donc, effectivement, on voit que les régimes FBR qui comprennent ces fonctions de vérification sont pour la plupart relativement, entre guillemets, anciens. Hein. On a des programmes qui ont démarré dans le début des années 2010, 2011. On a des programmes un peu plus récents comme le Burkina Faso ou la RDC. Les organismes en charge de la vérification, donc Eric vous l'a mentionné au tout début, peuvent être externes, c'est ce qu'il avait appelé effectivement vérification faite par une tierce partie, ou interne, c'est-à-dire des structures incluses dans le système de santé. Donc si je prends l'exemple du Bénin, la vérification est faite de manière externe par un consortium constitué de 2 sociétés de consultance en santé publique, donc provenant du secteur privé, à la différence du Zimbabwe ou du Cameroun, où la vérification est faite en interne, que ce soit par le ministère de la Santé et ses structures décentralisées, notamment les équipes cadres de district, ou dans le cadre du Cameroun par des agences de contractualisation et de vérification qui sont intégrées dans ce qu'ils s'appellent les fonds régionaux de promotion de la santé. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les 6 pays enquêtés, la vérification est faite ex ante, c'est-à-dire, on l'a dit, avant le paiement. Donc la vérification des résultats du FBR conditionne le paiement. Ce qui a un impact, hein, on l'a vu dans la diapo précédente, c'est-à-dire que tout retard pris dans la conduite des vérifications va entraîner, peut entraîner un retard dans le paiement des subventions. Or, à partir du moment où on veut lier le paiement à la performance, alors dans ces cas-là, le respect des délais entre les deux pour que les prestataires puissent faire le lien entre ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils ont fourni comme service devient important. Donc sur cet aspect-là, la vérification est une fonction cruciale. Il faut s'assurer que la vérification est faite dans les délais impartis. Dans ce deuxième tableau, nous nous focalisons sur les efforts déployés en termes de vérification. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé comment on va dire, d'approximer. Certes, à défaut d'avoir le coût du processus, on a essayé de voir quelles sont les modalités avec lesquelles il est mis en place et quelles sont les ressources qui doivent être mobilisées pour pouvoir effectuer les vérifications. Et ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, d'une part, le nombre de formations sanitaires à couvrir est relativement important. On n'a plus, effectivement, dans la majorité des pays, plus d'une centaine de formations sanitaires à couvrir. Et cette couverture se fait d'une part, comme on le voit dans le tableau, mensuellement, et ne repose, à l'exception du Zimbabwe, sur aucun système d'échantillonnage. C'est-à-dire que c'est un système de vérification exhaustif. On va tous les mois descendre dans toutes les formations sanitaires pour effectuer les vérifications sur la totalité des activités comprises, incluses dans le cadre de performance des formations sanitaires. Donc, par rapport au circuit que Eric vous a présenté préalablement, on se rend compte de la lourdeur du processus. Hein. Comme le système d'information est relativement faible, la mobilité des informations est relativement faible, ce sont des individus qui doivent descendre tous les mois dans les formations sanitaires, dans la totalité des formations sanitaires pour vérifier l'entièreté du cadre de performance qui peut contenir, dans certains pays, jusqu'à 28
28 activités. Et là encore, on se rend compte effectivement les problèmes logistiques que cela pose, notamment comme dans des pays comme la RDC, où descendre dans la totalité des formations sanitaires s'avère être un véritable défi. Donc ça, c'était pour la première phase de vérification. Maintenant, on peut également passer sur la deuxième phase, c'est-à-dire la contre-vérification, qui est faite dans la majorité des pays. Et là, on se rend compte effectivement que la contre-vérification intervient à partir du moment où la vérification est faite en interne. Donc pour s'assurer de l'objectivité et de la fiabilité des résultats, lorsque les vérifications sont faites au sein même du système de santé, on procède à des vérifications, des contre-vérifications, qui se font sur des délais beaucoup plus importants, donc semestriels ou trimestriels, et qui là se font sur un échantillon de formation sanitaire qui est décidé qui est tiré soit de manière aléatoire, soit de manière raisonnée en fonction des écarts et des résultats obtenus lors de la première phase de vérification. Donc là, on se rend compte effectivement toute l'importance effectivement des ressources et des efforts qu'il faut déployer dans le cadre des différents processus de vérification. Maintenant, ces efforts, pour quels résultats? Donc ça, c'était la deuxième partie de notre analyse. On a voulu essayer de regarder un peu quel type d'analyse on pouvait faire à partir des résultats issus des vérifications. Donc là, on va prendre l'exemple, j'espère que c'est assez lisible, l'exemple du Burundi pour le deuxième trimestre 2017. Donc à gauche, vous avez les activités comprises dans le cadre de performance des formations sanitaires. La deuxième colonne concerne le prix unitaire. Donc c'est un paiement à l'acte, Eric vous l'a dit, hein, donc combien le FBP, le financement basé sur la performance, paye pour chaque activité prévue à gauche. Ensuite, nous avons les quantités validées. Donc ça, c'est le volume d'activité qui a été retenu pour le paiement. Et à droite, nous avons exprimé en pourcentage les écarts, les différences entre les données qui ont été déclarées par les prestataires de soins et les données qui ont été validées par les agents en charge de la vérification. Donc ça, c'est le premier résultat issu des vérifications. Et là, on voit, première indication, c'est que ces écarts ne sont pas uniformément répartis sur tous les indicateurs. Il y a des indicateurs, des activités pour lesquelles les écarts sont très faibles, d'autres pour lesquelles les écarts sont relativement importants. Donc ça, c'est le premier résultat, et c'est souvent là que les gens s'arrêtent. Y compris dans les manuels de procédure, on se rend compte que les sanctions sont infligées au niveau des formations sanitaires à partir d'un certain niveau d'écart. Donc l'écart entre les données déclarées et validées est souvent le critère premier auquel on s'intéresse en matière de vérification. Maintenant, on a essayé d'aller plus loin et on a essayé de valoriser ces écarts pour essayer d'estimer les paiements indus évités. Donc les paiements indus évités, c'est ce que l'on aurait payé si nous n'avions pas vérifié. Sachant qu'ici, il s'agit d'une estimation basse, étant donné que les formations sanitaires sont vérifiées systématiquement, donc il y a un peu une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, et donc ils savent qu'ils vont être vérifiés. Donc on peut estimer que ça, c'est une estimation basse des paiements indus évités, mais qu'en l'absence de vérification, ces montants auraient été beaucoup plus importants. Donc, deuxième constat, on se rend compte qu'effectivement, ces paiements indus évités ne sont pas les mêmes d'une activité à l'autre. On a des paiements indus évités très importants, et au contraire, pour certaines activités, ces paiements indus ne représentent pas grand-chose. Et lorsqu'on fait l'analyse, c'est la diapo suivante, on se rend compte, dans la colonne de droite, que 80% ou environ 80% du montant total des paiements indus évités repose sur seulement 5 indicateurs. Et là, on se dit, déjà, il y a une information qui est assez intéressante à noter. Donc, les écarts, c'est un premier élément, mais lorsqu'on regarde effectivement le risque, entre guillemets, financier, le risque de surpaiement, alors dans ces cas-là, la deuxième analyse que l'on peut faire, c'est que les indicateurs pour lesquels les surpaiements sont les plus importants ne sont pas forcément les indicateurs qui présentent les écarts les plus importants. Ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant à noter. Et que le critère qui permet de voir si un indicateur est à risque ou pas, eh bien, au final, il est multidimensionnel. Il va dépendre pour certains indicateurs, pour certaines activités comme les clients ARV suivis semestriellement, du prix unitaire que l'on paye. Il peut également dépendre, on le voit au niveau de la planification familiale, du volume d'activité, qui est beaucoup plus important que pour d'autres activités.
Je n'entends plus Mathieu, donc on a perdu Mathieu. On va essayer de retrouver Mathieu. Eric, tu es toujours avec nous? Je suis là. Ok, Eric est là. Mathieu, est-ce que tu nous entends? On ne t'entend plus. Mathieu, est-ce que tu nous entends? Mathieu, on ne t'entend plus. Mathieu? Pardon, vous m'avez perdu. Oui, est-ce que tu... Voilà, Mathieu, on est content de te retrouver. Ah, Est-ce que tu peux donc reprendre, tu venais de présenter les différents déterminants de... Reviens en arrière. oui, Voilà, donc tu ah étais oui, sur le Burundi, tu as ok, présenté le parfait. cas des antirétroviraux, on a entendu le cas du planning familial, et Oui, puis on t'a perdu après le planning ok. familial. Oui, j'ai quelques soucis avec mon casque et de temps en temps, c'est vrai que j'ai tendance à perdre la discussion, donc c'est bien de me le souligner. Donc oui, donc je disais que, en fait, au-delà des écarts, il faudrait aller un peu plus loin, effectivement, prendre en compte également le risque financier et que ce risque est multidimensionnel. Il y a plusieurs critères pour l'aborder. J'ai commencé à présenter effectivement les risques liés au prix unitaire, aux quantités validées, mais également aux écarts. Et des fois, effectivement, c'est une combinaison de ces trois critères qui explique pourquoi un indicateur présente un risque financier relativement important comparativement aux autres activités. Donc, je disais également que l'on a vu qu'il y avait des cas de surdéclaration qui entraînent des surpaiements, mais on peut également constater au Burundi qu'il y a un certain nombre d'activités qui présentent des paiements, pour lesquels en tout cas il y a des sous-déclarations qui là ne donnent pas lieu à des paiements indus évités, mais à des paiements qui auraient été dus et qui n'ont pas été versés au niveau des formations sanitaires. Au niveau du Burundi, il y a un certain nombre d'activités. Pour d'autres pays de notre groupe de travail, ce nombre d'activités est légèrement plus restreint. Toujours est-il qu'ils existent. Et donc là, effectivement, se pose la question de savoir, si l'on se pose du point de vue de l'acheteur de services, est-ce que les sous-déclarations et les paiements qui auraient été dus aux formations sanitaires est quelque chose, est un risque? Ou est-ce qu'au final, on se dit, ben, écoutez, tant pis pour les formations sanitaires, moi, la seule chose qui m'importe, c'est les cas de surdéclaration et les surpaiements. Donc là, il y a une analyse à faire, et c'est là où effectivement, où Eric a mentionné le fait de maintenir un lien étroit, et je pense que ça, c'est un message assez important avec le régulateur. Peut-être que, suivant la perspective dans laquelle nous nous plaçons, eh bien, les résultats de la vérification vont permettre d'alimenter un certain nombre d'activités. Si on se place du point de vue du régulateur, peut-être que ce type d'information serait assez intéressante à noter pour essayer, dans le cadre des supervisions, dans le cadre de l'accompagnement des formations sanitaires, d'essayer de comprendre sur quoi on peut jouer pour améliorer la performance des formations sanitaires. De même que, on peut s'arrêter sur les écarts. Si je reviens sur la diapo précédente, on voit par exemple que la prise en charge du nouveau-né pour une femme VIH+, représente un écart de 6%, ce qui est relativement important au Burundi, mais au final ne présente pas un risque financier important. Donc du point de vue de l'acheteur, cette activité ne représente pas un risque majeur. Par contre, du point de vue du régulateur, là c'est peut-être une activité sur laquelle il faudrait mettre l'accent. Donc là encore, un lien intéressant, ou en tout cas un résultat intéressant à noter. Cette analyse, on l'a fait pour le Burundi, on l'a fait également pour 4 autres pays. Je vais présenter très rapidement le même type d'analyse que l'on a faite pour le Zimbabwe sur la même période. Donc là, nous avons l'ensemble de nos activités, et je peux également reprendre le même type d'analyse, et on voit que sur les activités, la moitié seulement des indicateurs, des activités, représentent plus de 90% des paiements indus évités. Et là encore, on voit que, suivant les activités, les critères qui justifient en tout cas la position de chaque activité comme étant un risque ou pas, ne sont pas forcément toujours les mêmes. Au Zimbabwe également, on voit qu'il y a des cas de sous-déclaration. Donc ça, c'était effectivement les analyses, les premières analyses que l'on a pu effectuer à partir des données issues des vérifications. Nous avons aussi, dans un deuxième temps, essayé de mettre en relation les paiements indus évités, que je viens de vous présenter, avec le montant total des subventions versées aux formations sanitaires pour essayer d'estimer au final qu'auraient représenté ces paiements indus évités si on les avait payés. Eh bien, on constate que, et là, mais je rappelle encore une fois que c'est une hypothèse basse, que ces paiements indus évités, par rapport à la totalité des subventions que l'on verse aux formations sanitaires, ne représentent pas
ne représente pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose, ou en tout cas, suivant les pays, ne représente pas un montant très important par rapport aux subventions totales que l'on a versées au niveau des prestataires de soins. Et là, du coup, il faut mettre en relation les efforts que l'on a vus au départ déployés pour vérifier l'ensemble des formations sanitaires, les ressources que cela doit mobiliser pour descendre dans chaque formation sanitaire tous les mois, par rapport aux gains que l'on a pu ressortir de ces vérifications. Et donc, de ces analyses, quel message, que faut-il retenir selon nous? Premièrement, l'importance des efforts et des moyens consacrés à la vérification. Ça, c'est le premier élément qui nous semble crucial. On l'a vu dans le tableau préalable. Descendre dans chaque formation sanitaire tous les mois représente un effort important, que ce soit en termes de mobilisation des ressources humaines, que ce soit en termes de moyens logistiques, que ce soit en termes de moyens financiers. Ça représente des ressources extrêmement importantes. Au-delà même du temps et du coût que cela prend, ça représente beaucoup de ressources. Deuxième information que l'on a pu avoir aussi, que l'on peut ressortir à l'issue de ces analyses, et on constate qu'effectivement, après un certain temps, on l'a vu, les programmes sont relativement anciens. Au niveau du Burundi et du Zimbabwe, on parle de programmes qui ont déjà 6 ans de mise en œuvre. Les écarts ont quand même tendance à se réduire. On l'a vu dans l'analyse des écarts, notamment au Burundi, on a des écarts qui sont entre 6 et 0. Mathieu, on t'a de nouveau perdu. Mathieu, est-ce que tu peux vérifier ton micro? On t'a perdu. Déjà on peut noter un décalage entre les efforts déployés pour la vérification et les résultats qui ont tendance effectivement à s'améliorer avec des écarts qui ont tendance à se réduire. La deuxième information que l'on peut noter, quand on parle de vérification, les gens ont toujours tendance à penser que effectivement les cas de surdéclaration sont liés à une véritable volonté frauduleuse des prestataires de soins. Ce que l'on voit dans les résultats, c'est qu'au final, la présence de sous-déclaration montre effectivement que, ou en tout cas pose la question de cette véritable volonté frauduleuse. Si effectivement c'était une volonté de frauder pour, en tout cas du gaming, est-ce qu'on aurait des sous-déclarations pour certains services? Donc là, c'est quelque chose qu'il faut voir, et ça pose également, comme je l'ai dit, la question de savoir que fait-on du point de vue de l'acheteur de services ou du point de vue du régulateur avec ces informations-là. L'autre message qui me paraît crucial, c'est ne pas s'arrêter effectivement à l'analyse des écarts et essayer d'aller un peu plus loin et de regarder les conséquences financières de ces écarts, qui, comme on l'a vu, ne reposent pas forcément sur un seul critère. Et moi, en tout cas, la chose que je retiens, et je pense qu'on en a discuté de nombreuses fois avec Eric et lors de notre réunion à Anvers, c'est le fait de se dire, au final, le message qui ressort principalement, c'est le fait de se dire on pourrait éventuellement mieux cibler les sources de dérive ou les sources de risque. On l'a vu, ce risque, que ce soit en termes d'écart ou en termes de surpaiement, n'est pas uniformément réparti au niveau des activités, et certaines activités ont un profil à risque plus important que d'autres, pour diverses raisons, on l'a vu, et à ce niveau-là, on se dirait en termes d'efficience, il y aurait effectivement des pistes à explorer, en tout cas à ce niveau-là. Conclusion, lorsqu'on regarde l'ensemble de ces messages, lorsque l'on voit effectivement la dynamique au niveau de l'évolution des écarts, lorsqu'on regarde effectivement le risque financier qui repose sur un certain nombre d'indicateurs par rapport à la totalité des activités prises dans le cadre de performance, et le fait que, après 5-6 années de mise en œuvre, la fonction de vérification, les modalités de vérification ne bougent pas d'un iota, on reste sur des processus intenses, systématiques, qui demandent beaucoup de ressources. On peut se poser la question, effectivement, est-ce qu'on n'est pas dans un processus de bureaucratisation de la fonction de vérification qui constitue en soi, au même titre que l'analyse des écarts ou l'analyse des surpaiements, une dérive en fait des programmes FBR. Par rapport à ça, qu'est-ce que l'on pourrait faire?
pour éviter justement cette dérive-là, et les comportements à risque qui pourraient entraîner des surdéclarations et des surpaiements. Et je pense que l'une des choses, ce serait effectivement de remettre la vérification à sa place dans la gouvernance du système de santé et de faire en sorte qu'en fait, elle ne soit qu'une composante, et pas la seule composante, d'un système plus général de gestion des risques. Et que, en plus de la vérification, il faudrait effectivement mettre en place, en amont, des processus, en tout cas un processus d'identification des facteurs de risque, essayer de comprendre pourquoi tel service de santé présente toujours des écarts importants. Ça peut être le cas par exemple au Bénin pour la prise en charge des indigents ou dans la majorité des pays pour les activités relatives aux références. Pourquoi ces services-là présentent des écarts toujours importants? Eh bien, c'est lié au fait que lorsqu'on descend dans une formation sanitaire, on ne peut pas toujours avoir le certificat qui justifie que cette personne était effectivement indigente, ou alors la contre-référence qui arrive du niveau de l'hôpital pour s'assurer que la personne a bien été prise en charge au niveau de la structure de référence. Donc il y a des raisons qui peuvent expliquer pourquoi certains services, certaines activités sont à risque. Donc il faudrait déjà mettre en place un processus d'identification qui par la suite permettra de mettre en place des mesures de prévention de ces risques. L'identification, je reviens aussi un peu sur l'identification, ça peut être lié donc à par exemple une mauvaise compréhension ou à la mauvaise formulation d'un indicateur, sa mauvaise compréhension par le personnel de santé, ça peut être effectivement lié à une véritable volonté frauduleuse. Bref, il y a toute une série de facteurs qu'il faudrait identifier. Et puis dans les mesures de prévention, on peut voir, si c'est un problème de formulation de l'indicateur, alors il faudrait mettre en place un processus pour retravailler, affiner le cadre de performance. Si c'est une mauvaise compréhension, alors là, il faudrait mettre en place des processus de formation, de recyclage, si c'est de nouveaux prestataires de soins nouvellement nommés. Si c'est des cas effectivement de fraude avérée, alors l'application effective des sanctions, qui n'est pas automatique, s'avère également être une mesure préventive assez intéressante. Et dans ces cas-là, mettre la fonction de vérification comme un simple processus de détection des dérives, plutôt que de vouloir absolument tout vérifier systématiquement. Et donc l'identification et la prévention des risques, par qui elle devrait se faire? Eh bien, idéalement, elle impliquerait effectivement une intervention forte de la régulation, que ce soit au niveau des équipes cadres de district ou au niveau des structures en charge du pilotage du FBR, qui devraient effectivement s'appuyer dans le cadre de leurs activités, que ce soit de monitoring ou de supervision, sur les résultats issus de la vérification. Et donc, c'est important de remettre la vérification à sa place en termes de gouvernance et de faire en sorte que la régulation et la vérification soient intimement liées pour que la vérification alimente les activités de régulation et que la régulation Mathieu, on t'a de nouveau perdu. Mathieu, on ne t'entend plus. Mathieu, est-ce que tu peux faire attention à ton micro, s'il te plaît? On t'a perdu. Oui, Voilà. je suis là, hein, j'espère que tout le monde m'entend. Donc j'espère que ce slide a été correctement présenté. Une fois encore, je m'excuse s'il y a quelques problèmes avec mon casque. En termes de perspectives futures, il y a donc un impératif, on l'a vu, c'est un peu l'objectif premier de notre groupe de travail, un impératif d'efficience, effectivement, à trouver, et donc trouver cet équilibre entre maintenir un système de contrôle performant qui permet d'éviter les dérives et les comportements opportunistes liés à l'incitation à surdéclarer au niveau des prestataires de soins, mais également l'impératif d'efficience pour favoriser la pérennité du dispositif FBR et son intégration dans le système de santé. À notre niveau, nous avons identifié 3 pistes possibles de réflexion à mener autour de la vérification. La première, effectivement, ce serait de digitaliser les outils de collecte. Donc là, effectivement, ce serait on l'a vu, plutôt que de favoriser, de s'appuyer sur la mobilité des individus qui doivent descendre dans les formations sanitaires, ce serait au contraire de favoriser la mobilité de l'information sanitaire et de faire en sorte que lorsque les prestataires de soins enregistrent une donnée au niveau de la formation sanitaire, lorsqu'elles prennent en charge un patient, cette information soit automatiquement transmise au niveau des structures en charge de la vérification ou du paiement. Donc là, déjà, ce serait un premier élément, mais qui nécessiterait un certain nombre de prérequis
que ce soit en termes de capacité, de technologie, etc., et qui peut être revu à moyen long terme. De manière plus pragmatique, sur le court terme, on pourrait envisager effectivement d'optimiser les vérifications sur site. Donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, on continue à descendre dans chaque formation sanitaire, enfin, au niveau des formations sanitaires pour aller vérifier l'information à la source, mais plutôt que de descendre dans toutes les formations sanitaires, on va effectivement mieux cibler les sites à risque pour essayer de voir dans quelle formation sanitaire les risques de surpaiement sont les plus importants. Donc, on a vu, au niveau des indicateurs, on a pu facilement identifier, suite à une petite analyse, quels sont les indicateurs qui présentent les risques les activités qui présentent les risques financiers les plus importants. Cette réflexion, bien évidemment, est réplicable dans les 2 autres pays de notre étude, mais elle est également réplicable au niveau des formations sanitaires. Certaines formations sanitaires présentent des risques plus importants que d'autres en termes de surdéclaration et de surpaiement. Et donc là, l'idée, ce serait de cibler, de catégoriser les formations sanitaires selon leur profil de risque, et pour chaque catégorie, de définir de nouvelles modalités de vérification, que ce soit en termes de fréquence, que ce soit en termes d'indicateurs à vérifier dans la structure. Et puis la troisième piste, ce serait effectivement une meilleure intégration des systèmes de contrôle. Donc là, on parle effectivement de situations ou de pays dans lesquels des systèmes de contrôle seraient déjà préexistants. Donc je ne sais pas comment cela se fait au Maroc, que ce soit dans le cadre du RAMED ou de l'assurance maladie obligatoire. Est-ce qu'il y a déjà des procédures de vérification en place? Et dans ces cas-là, l'idée, effectivement, ce serait de voir, plutôt que de définir un nouvel organisme en charge de la vérification dans le PBF, comment s'appuyer sur les mécanismes de contrôle déjà existants pour leur conférer également le rôle d'agence de vérification dans le cadre du financement basé sur les résultats. Donc là, de la même manière que l'on souhaite réduire la fragmentation des mécanismes de financement, ce serait également de réduire la fragmentation des systèmes de contrôle. Maintenant, ce que l'on observe dans la majorité des pays de notre étude, c'est que cette fonction de vérification est venue avec le PBF et que l'on n'avait pas d'organisme, en tout cas en charge de la vérification avant. Maintenant, cette réflexion n'est peut-être pas la même dans tous les pays et c'est quelque chose qu'il faudrait avoir effectivement en tête comme piste pour améliorer l'efficience de la vérification. En conclusion de l'ensemble de la présentation que l'on vient de faire avec Eric, je pense qu'il y a 4 messages qu'il faudrait retenir. Le premier, c'est qu'effectivement, tout mécanisme de transfert conditionné qui entraînerait un paiement à l'acte, que ce soit en termes on parle de transfert conditionné de ressources, que ce soit en termes de ressources financières, mais ça peut être aussi de ressources matérielles comme le don de médicaments, qui serait basé sur le volume d'activité d'une structure, doit s'accompagner de procédures de vérification. La vérification n'est pas exclusif au FBP. Donc tout ce que l'on vient de dire peut également être mis en place dans le cadre d'un système d'assurance maladie, à titre d'exemple. On note également qu'il est normal que les efforts soient intenses au démarrage en termes de contrôle et de vérification parce que l'on est dans une phase d'apprentissage. L'ensemble des acteurs doivent s'accommoder de leurs nouveaux arrangements institutionnels, doivent apprendre à maîtriser leur cadre de performance, et ça nécessite des passages fréquents des vérificateurs au niveau des structures de soins. Toutefois, il nous semble important de préciser qu'il est important que le système de vérification soit suffisamment dynamique ou flexible pour, à terme, s'adapter aux réalités du terrain. On l'a vu, les résultats connaissent une certaine évolution qui va généralement en s'améliorant, et il serait normal que le processus de vérification, au fur et à mesure que le programme est mis en œuvre, puisse s'adapter et qu'il est important de garder à l'esprit que vouloir maximiser les activités de vérification n'est pas synonyme d'optimisation des activités de vérification. Mais que, bien évidemment, cette adaptation doit reposer sur la mise en place d'un système de suivi des résultats, notamment au niveau des Mathieu, on ne t'entend plus. Mathieu, est-ce que tu peux te reconnecter? Oui, je t'entends. Donc, je disais ça, donc le processus flexible et dynamique
et le maintien donc d'un équilibre et d'un lien entre la vérification et la régulation. La vérification comme fonction visant à renforcer le système de santé, où on met la frontière entre ce qui revient à la régulation et ce qui revient effectivement à la vérification. Voilà.